sommes, Domenico Biscardi et moi-même, en compagnie de Marguerite Pozzoli, laquelle est une spécialiste de lettres italiennes qui a traduit tout récemment un livre qui a représenté un véritable classique pour des générations d'Italiens. Ce livre s'intitule en français « La science en cuisine et l'art de bien manger ». La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. L'auteur, Pellegrino Artusi, avait une notoriété mythique pour plusieurs générations. Il a vécu pour la plupart de sa vie au XIXe siècle, n'est-ce pas? Il est mort au début du XXe. Pour la génération, par exemple, de mon père, c'était un nom sacré, l'Artusi. On disait l'Artusi, même pas Pellegrino Artusi, mais on le citait comme un véritable classique. Alors, comment cela se fait d'abord que vous avez pensé à cette traduction d'un livre tellement connu en Italie, connu aussi en d'autres pays d'Europe, car il y avait eu des traductions en anglais, en espagnol, en allemand, etc., mais pas en français. Là, c'est la première fois que ce classique est traduit en langue française. Pourquoi? Comment est née cette idée? Alors, c'est un livre que je connaissais depuis pas mal d'années, puisque des amies italiennes, surtout des femmes, qui avaient elles-mêmes eu quelquefois ce livre qui leur avait été offert par leur belle-mère, m'en avaient parlé à plusieurs reprises. Une autre amie m'en a parlé, elle était enseignante à Mulhouse et elle avait travaillé là-dessus avec ses étudiants, donc j'ai commencé à me dire qu'on pouvait peut-être essayer de faire quelque chose. Et puis j'ai rencontré aussi une traductrice de Bordeaux qui avait traduit un roman policier dans lequel apparaît le personnage d'Artusi, donc cette traductrice c'est Lise Chapuis, et ce livre était un roman de Marco Malvaldi qui s'intitulait Odore di chiuso, dans lequel Artusi est un enquêteur. Et on s'est aperçu que toutes les deux, on avait vraiment une tentation très forte de traduire ce livre. Ce qui m'a donné un peu plus, de confiance et d'énergie, puisque c'est vrai que le volume du texte, les 790 recettes, le style d'Artusi, tout ça était... Et le style, bien sûr. C'est écrit dans un très bon italien. Voilà, dans une langue qui sent un petit peu le 19e, qui est un bel italien, avec des citations. Difficulté aussi des recettes, il y a quand même un décalage. Donc c'est vrai que entre le désir de traduire et la possibilité de le traduire d'une manière concrète, il fallait trouver aussi peut-être une partenaire qui ait envie, elle aussi, de se confronter à cette difficulté. Ensuite, c'était pas gagné, puisqu'il fallait que j'arrive à convaincre mon directeur littéraire, Bertrand Pi. Mais il est vrai que là, j'avais déjà un dossier qui commençait à être assez solide, et je lui en ai parlé de vive voix, comme je fais souvent quand j'ai vraiment envie de le convaincre, et il m'a écouté, et il m'a dit, après ce petit entretien, qu'il fallait faire le livre intégralement, et surtout pas se contenter de quelques extraits. Donc, mais il faut dire que la maison d'édition Actes Sud a fait, je ne veux pas dire souvent, mais assez souvent, des choix audacieux. Parce que c'est une maison d'édition qui a le goût, aussi le goût du risque et le goût de l'aventure. Oui, c'est une maison d'édition dans laquelle, moi normalement je m'occupe de la littérature italienne, des lettres italiennes, mais d'une part, qui est à l'écoute quand on leur propose aussi des choses dans d'autres domaines. J'ai pu faire publier un livre par exemple sur la mafia au niveau européen, parce que c'était un texte important, et donc là aussi ça a été compris. Et c'est une maison d'édition aussi, oui, qui peut se permettre, bien sûr, de faire des choix audacieux, effectivement. Et j'en suis très reconnaissante, puisque on m'a fait confiance aussi pour concevoir le livre, pour trouver le préfacier. On m'a donné vraiment carte blanche. Et donc j'étais très contente, et il fallait bien sûr à tout prix essayer d'être entre guillemets digne de cette confiance. Voilà, on a mis quand même un peu plus de 2 ans pour aboutir, mais avec le soutien indéfectible d'Alberto Capatti, qui est le grand spécialiste d'Artusi, qui nous a accueillis, qui a mis sa bibliothèque, ses connaissances, son savoir à notre disposition. Oui, qui est un grand professeur d'histoire de la gastronomie, d'histoire de l'alimentation. Enfin,
J'ai eu le plaisir de le connaître. Et qui parle très bien le français. Oui, c'est aussi oui, tout à fait. important, bien sûr, puisqu'il est parfaitement bilingue. Tout à fait. Oui. Pourquoi cette traduction française aussi tardive, disons, par rapport à celle d'autres grandes cultures européennes? Alors pour nous d'abord c'était une chance, puisqu'effectivement on a été les premiers à publier un livre qui a déjà été publié dans des pays même je crois très éloignés géographiquement, qui a connu 3 traductions anglaises, dont une au Canada avec tout un groupe d'universitaires, en Espagne, aux Pays-Bas je crois aussi. Et les raisons, moi je n'ai pas de réponse absolue. La réponse, comme a un peu suggéré Alberto Capatti, c'est que la cuisine française est un peu auto-centrée et que pour beaucoup de grands chefs français ou d'auteurs de gastronomie, c'est la France la référence absolue. Et donc peut-être que ce livre semblait secondaire, peut-être qu'on n'a pas eu conscience de l'importance, mais vraiment patrimoniale aussi, qu'il a en Italie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette hypothèse, Domenico. C'est peut-être une des clés pour comprendre effectivement cette traduction tardive. Et puis si c'est Capatti qui le dit, je pense que... Oui, il a toute l'autorité nécessaire. Il a toute l'autorité nécessaire, exactement. Ouais. Mais dans tous les cas, il est vrai que ce sont, par exemple, si on le compare avec Escoffier, qui a 20 ans moins que lui, mais qui est la référence de la gastronomie française à ce moment-là, et avec Pellegrino Artusi, il est vrai qu'il s'adresse à des publics très différents. Et aussi parce qu'effectivement, la vision et le positionnement de la cuisine italienne et française sont à ce moment-là, et aujourd'hui aussi, très différents. C'est-à-dire qu'Escoffier s'adresse aux techniques, aux techniciens de la cuisine, aux chefs, et donc son ouvrage est très technique, alors que Artusi s'adresse à tous les Italiens. Il vit au moment de l'unification italienne, donc son ouvrage est un ouvrage d'unification aussi, un peu littéraire, un peu de goût. Il fait référence à différentes cuisines régionales aussi. Absolument. Donc il est unificateur aussi dans ce sens-là. Tout à fait, régionalement, même d'un point de vue du territoire gastronomique et alimentaire italien. Donc je pense qu'effectivement la différence étant très 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 forte, et étant la France est effectivement habituée depuis le 19e siècle dans le domaine gastronomique et dans le 20e aussi, dans une partie du 20e siècle, à avoir la première place au niveau mondial, première place qui aujourd'hui n'est plus la sienne, parce qu'elle doit la partager avec énormément d'autres pays, dont l'Italie. Il est vrai qu'effectivement, il y a une résistance probablement pendant longtemps qui aujourd'hui vacille, et même elle est carrément tombée, parce que voilà, ce livre voilà, ce le titre, montre. La science en cuisine, témoigne de l'intention de Pellegrino Artusi de fournir un traité qui serait scientifique, c'est-à-dire de démentir l'idée que la cuisine italienne serait sympathique, oui, mais finalement une cuisine de mère de famille et rien de plus. Lui, il souhaite théoriser une cuisine italienne ayant une dignité internationale et un rôle. Et je dois dire, le temps lui a donné raison, parce que c'est vrai que la cuisine italienne s'est répandue, et les ingrédients italiens se sont répandus à travers le monde avec un succès qu'on n'aurait pas pu imaginer, on n'aurait pas pu prévoir à l'époque de Artusi. Mais je crois que Domenico Biscardi a fait des recherches spécifiques sur le contexte historique où Artusi a travaillé. Oui, et je dois remercier justement effectivement cette œuvre de traduction extraordinaire que Marguerite a fait effectivement pour l'Artusi, pour me replonger effectivement dans ce sujet passionnant. Pellegrino Artusi est un personnage extrêmement important à plusieurs niveaux, bien évidemment du point de vue purement alimentaire, gastronomique, parce qu'il a véhiculé effectivement tout un tas de recettes, tout en étant un ouvrage ouvert. Et Marguerite l'expliquera bien, mais c'est un personnage qui est très lié à son époque,
c'est une époque d'unification italienne, on le disait tout à l'heure, donc c'est un personnage déjà qui a fait partie de la Giovine Italia, donc qui effectivement adhérait au principe de Mazzini, dans la deuxième moitié du 19e siècle, et donc qui prônait l'indépendance italienne, l'unification italienne, et cet ouvrage en est un témoignage. En plus, c'est un auteur qui arrive à l'écriture de ce bouquin après ses 40 ans. Il a beaucoup de distance par rapport à cet ouvrage, il ne doit rien montrer à personne. Plus, parce que vous parliez tout à l'heure de l'âge où Artusi s'est penché sur la rédaction de ce livre. Il avait bien plus que 40 ans. Ah oui, il avait 70 ans. 70 ans. Oui. Et au début, il n'a pas eu de succès. Hein. Il a dû le publier à compte d'auteur. On le lui a même refusé. Oui. Plusieurs maisons d'édition le lui ont refusé. Donc c'est lui qui a réglé la note de l'éditeur. Il dit que c'est l'histoire d'un livre qui ressemble à celle de Cendrillon au début. Ouais. Parce que effectivement, au début, il a eu du mal. On lui a dit ce livre n'aura aucun succès. Ouais. Et heureusement pour lui, il avait les moyens parce qu'il appartenait à une famille assez aisée et lui-même avait multiplié son capital initial. Oui, et puis il a quand même été encouragé par le fait que le succès du livre est allé grandissant, jusqu'à atteindre, à la dernière édition qu'il a pu suivre, la 15e, le chiffre important, très important pour l'époque, de 58 000 exemplaires, qu'il distribuait quand même lui-même. Il a trouvé ensuite des éditeurs, mais c'était lui qui faisait la distribution et les expéditions des livres à domicile. Donc c'est resté une entreprise un peu artisanale. Et puis un livre, comme tu le disais, je sais pas si tu as commencé à en parler, qui est un ouvrage un peu collectif, puisque c'est le résultat de tout un dialogue qui s'était instauré avec des correspondants et des correspondantes dans toute l'Italie, auquel il rend justice. Je voulais juste vous donner un exemple au début d'une recette. Une dame, c'est à propos de la pizza en feuillet, une dame m'écrit ceci: je veux vous apprendre à cuisiner, comme je me l'étais proposé, une pizza frite aussi bonne qu'élégante. Mais gare à vous, si vous l'appelez schiacciata, car elle ne doit pas du tout ressembler à cela. Appelez-la pizza en feuillet et vous serez dans le vrai. Pour obéir à l'injonction de cette dame, etc., etc. Et il donne toujours ses sources dans les recettes. Il a cette honnêteté de dire d'où il les tient. Donc en continuant le dialogue avec ses sources, même dans les pages de son livre. Bien sûr. Bien sûr, c'est ça qui fait le charme aussi, le charme du livre, bien sûr. On a l'impression d'entendre vraiment. Là, il l'a fait même parler directement, cette dame. C'est un livre qui est vraiment plaisant à lire, soit pour la qualité de la langue, et dans ce cas aussi la traduction que Marguerite en a donnée, et aussi parce que c'est dans le dialogue. C'est une œuvre vraiment d'interaction très vivante et très vivace. On entend sa voix. Voilà, on n'entend pas la voix d'Escoffier qui donne des recettes impersonnelles, ce sont des préceptes. Donc, alors que là, fluide, amusant, et en plus, donc, il y a des recettes. Donc on peut s'inscrire pour ces bons repas. Il y a des recettes qui vont du début à la fin du repas et il a même codifié, d'après ce que l'on m'a dit, l'ordre des portées dans la cuisine italienne. Et donc on a absolument tout, depuis les minestres, les entrées, les poissons, les desserts, de très nombreux desserts même, des liqueurs à la fin du livre, des conserves, donc c'est extrêmement complet. Mais ça c'est un sujet très délicat, parce que vous savez que souvent en France, on considère les pâtes comme une garniture. Et alors ce qui pour les Italiens c'est du blasphème. Alors, je veux dire que ce sont des sujets apparemment, disons, secondaires, mais qui peuvent quand même soulever des réactions et, enfin, il peut y avoir des sensibilités différentes, n'est-ce pas ? Par rapport aux pâtes, Pellegrino Artusi a un rôle fondamental dans l'histoire de l'utilisation des pâtes en Italie. Il est l'héritier de toute une série de grands auteurs qui, depuis le Moyen-Âge, ont publié des livres qui ont poser les pâtes comme plat vraiment très important, mais lui il est le premier qui pose les spaghettis au centre du régime, je dirais, italien alimentaire, et non seulement, comme Marguerite le rappelait,
c'est lui qui contribue énormément à constituer l'architecture du repas italien tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec gli antipasti, i primi notamment, et la suite. Et surtout, il a une vision toujours sociale aussi. C'est-à-dire que le repas qui démarre par des pâtes, peut convenir autant aux grands bourgeois et aux aristocrates, parce qu'on peut avoir des pâtes associées à des mets et à des ingrédients nobles, tant à quelqu'un qui n'a pas les moyens et qui peut se contenter que de ce plat, cette assiette de pâtes, peut-être moins noblement assaisonnée, mais tout aussi riche et nourrissant. Ouais. Exactement. Voilà, il y a Donc, des pâtes Bien sûr. quelquefois très modestes, avec juste un peu Bien de sûr. persil, d'ail, de chapelure. Et puis, il y a des recettes plus raffinées. Il y a par exemple les fameux cappelletti in brodo, qui sont Voilà. quand même presque un plat de fête et un plat... Oui. Alors, il faut effectivement. dire pour notre public qui n'est pas forcément compétent dans le domaine Cappelletti de in brodo. la cuisine italienne, il faut déjà, quand on parle de pâtes, faire une distinction entre les pâtes de blé dur, n'est-ce pas, les spaghettis, enfin ça c'est du blé dur, et les pâtes à l'œuf, dont font partie bien sûr les tagliatelles, et puis justement les cappelletti, enfin toute une série de préparations qu'on peut servir dans un bouillon ou aussi avec des sauces différentes. Enfin, donc il y a, je dirais que les pâtes de blé dur sont peut-être un peu plus répandues dans le centre-sud de l'Italie, alors que les pâtes à l'œuf c'est plutôt la plaine du Pô, non? Disons grosso modo l'Émilie-Romagne, enfin c'est la terre des pâtes à l'œuf. Mais de toute façon, il s'agit toujours di primi, c'est-à-dire c'est la manière avant le primo, il y a gli antipasti. Lui, il fait le contraire. Hein. Il met il commence par les bouillons. Il commence par les bouillons. Et il met effectivement les potages maigres. Et ensuite viennent les crostini. Donc l'ordre est différent chez lui. Oui, c'est-à-dire que i primi, contrairement à ce que ce mot pourrait signifier, i primi ne sont pas forcément le début. Parce que il peut y avoir degli antipasti ou des bouillons qui précèdent le primo. Le repas italien complet est extrêmement copieux. Disons, appartient vraiment à une autre époque. Chacun d'entre nous, si nous devions déjeuner avec un repas italien classique, après on ne pourrait que se coucher et faire une longue sieste parce que ce serait trop. Le repas italien classique comportait aussi et le poisson et la viande dans le même repas. Donc c'était quelque chose de... D'ailleurs, il donne à la fin des menus. Il y a toute une série de menus. Voilà. Effectivement, on commence par potage ou risotto, hors d'œuvre, friture, légumes, rôti. Mais là, il n'y a pas les deux. Voilà. Anguille ou un autre poisson, dessert. Il a quand même un petit peu simplifié. Un fruit, et ce sont toujours des fruits de saison. Il y a quand même aussi un désir aussi de ne pas surcharger, de ne pas exagérer, de ne pas, strafare, c'est-à-dire de ne pas en mettre forcément plein la vue et de ne pas exagérer. Il dit d'ailleurs qu'il est gourmand mais pas glouton, et il a le souci d'économie, et il tourne en dérision dans certaines recettes ceux qui exagèrent, par exemple qui lui offrent un jour un repas à base d'oie. Il y a de l'oie en entrée, il y a de l'oie, il y a presque de l'oie en dessert, et après ils sont tous malades la nuit. Il y en a désapprouvent totalement ce genre de choses. La variété. Donc il y a une certaine sagesse arthusienne aussi. Et en même temps, une vraie gourmandise. Il dit j'aime le beau et le bon. Il veut donner une image noble de toute manière, c'est-à-dire il veut donner l'image d'une cuisine italienne qui n'est pas la cuisine des gens qui veulent s'empiffrer à force de plats différents pour se remplir. Alors noble, je ne sais pas si c'est vraiment noble, parce qu'il commence par exemple à présenter une recette de soupe paysanne en disant qu'elle a un nom modeste, mais que sa saveur la rend absolument digne d'être présentée. Donc il n'est pas non plus snob, il donne quelquefois des recettes qui sont extrêmement simples et il les réhabilite. Et il réhabilite aussi l'art d'accommoder les restes.
dans les polpette ou dans Oui, le polpettone, oui. auquel il s'adresse comme si c'était un prince. Il dit Monsieur le polpettone, avancez-vous, vous êtes modeste, mais je vais parler de vous. Il lui parle même à la première personne. Mais vous savez bien que les nobles, en Italie comme en France, ne méprisaient pas tellement le peuple, méprisaient les bourgeois. Donc, au fait, la cuisine populaire pouvait être l'objet même d'une grande admiration de la part de quelqu'un qui se sent qui se perçoit comme appartenant à la noblesse. Mais écoutez, vous avez été ensemble les interlocuteurs réciproques dans débat qui a eu lieu à la Libreria Italiana, dirigée par Florence Rowe, qui est pour moi une vieille amie avec laquelle on a collaboré toujours d'une manière magnifique. Et est-ce qu'il y a eu des questions intéressantes provenant du public au sujet de ce livre, La science en cuisine? Je répète le titre parce que je trouve que c'est beau. La science en cuisine et l'art de bien manger. Est-ce que vous avez eu des questions? Les gens ont réagi. On m'a posé quelques questions aussi sur la traduction. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a dit qu'elle allait me faire venir à une... Parce qu'elle se demandait comment on avait procédé pour justement traduire certains titres de recettes en français, vu aussi l'attitude très méfiante qu'Artusi avait vis-à-vis de la France. C'est vrai que par exemple, il cite les quenelles. Là, il garde d'ailleurs le nom, quenelle, mais il nous dit que c'est un plat qui est réservé à ceux qui n'ont pas de dents. Voilà, ce qui est déjà tout de suite assez péjoratif. Et puis, quel choix faire aussi? Quand il fait lui-même, quand il privilégie la simplicité du style, est-ce qu'il n'y avait pas la tentation de le faire parler comme un grand cuisinier français, d'employer des termes techniques qu'il aurait récusés? Donc c'est vrai qu'on m'a posé cette question aussi bien à Gand que hier en fin de rencontre, quelqu'un qui restait. Et puis il y a eu des réactions aussi d'une dame qui disait que ce livre, elle le connaissait comme une Bible, qu'il était dans sa maison, qu'il était sacré et qu'il y avait là... l'Artusi en bonne place. Et là, c'était une femme italienne. Oui, donc, une dame d'origine italienne. Ouais. Qui est témoigné du fait, effectivement, je me relie à ce que vous dites, que le Artusi, dans sa version italienne, c'est un livre qu'on offrait effectivement à tous les mariés, à toutes les mariées en particulier à une époque. Aujourd'hui, peut-être c'est un ouvrage un peu plus transversal pour les hommes comme pour les femmes. C'est-à-dire c'est un ouvrage qui se trouvait dans toutes les cuisines d'Italie et que les mères offraient aux filles et ainsi de suite, et qui accompagnait autant les lectures dans la cuisine pour la préparation des mets que les lectures sur la table de chevet finalement, parce qu'il y a un plaisir de la langue et des histoires, parce que finalement, et Marguerite le sait beaucoup mieux que moi, il y a un plaisir à lire le Artusi parce que parfois il y a des recettes qui ne sont pas de recettes. C'est une excuse, un prétexte pour parler de la vie, de la philosophie, avec beaucoup d'ironie. Donc c'est un livre qui fait énormément sourire et qui parle des expériences quotidiennes de l'existence, de la réflexion sur l'animal, sur la relation à l'alimentation. Donc c'est un ouvrage vraiment di ampio respiro, je dirais. Donc Alors c'est pour revenir au mot science, Artusi était très curieux. Donc il nous donne par exemple quelquefois, il nous fait le récit des mœurs de certains poissons. Il nous explique d'où proviennent certaines glandes que l'on va cuisiner avec des termes extrêmement scientifiques. Ou encore, il y a des notions de géographie, quand il évoque, par exemple, les anguilles de Comac. Ou encore, voilà, il nous donne aussi quelquefois des renseignements sur la mythologie gréco-romaine. Alors, je ne sais pas si vraiment tout cela justifie le mot science, parce que dire que sa cuisine est vraiment scientifique, ça serait un petit peu exagéré. Mais il y a une grande curiosité, et vraiment une curiosité assez universelle. Et puis il y a, comme tu dis aussi, des anecdotes, presque des gags quelquefois, ou des fabulettes, et même de l'auto-ironie vis-à-vis de lui-même et du surnom du mangeur de macaroni qui lui avait été attribué un jour à la suite d'une discussion trop politique à l'intérieur d'une trattoria. Et effectivement, il y a ce plaisir je dirais presque de la polyphonie du livre, parce qu'on entend toutes sortes de tonalités et de musiques différentes, y compris de ceux qui lui ont confié effectivement ces
ces recettes qui peuvent être des moines à un certain moment, ou une dame dans une trattoria qui va lui faire les risi, il ne sait pas ce que c'est, alors le risi est en dialecte, et là c'est presque une scène muette, parce qu'ils vont tous dans la cuisine et ils regardent avec beaucoup d'intérêt comment elle prépare cette fameuse recette. Et puis il y a aussi, il nous fait entendre aussi des pages de la littérature italienne, puisqu'il y a toutes sortes de citations, du Tasse, de Dante, de Leopardi, de Goldoni, de Boccace. Et donc il y a aussi toute cette italianité diffuse dans le texte, qu'il utilise avec beaucoup de naturel et quelquefois d'humour. Voyez-vous, parmi les éléments de charme de ce livre, il y a le fait que son auteur appartient encore à cette culture généraliste qui, pour nous, habitants du XXIe siècle, devient de plus en plus rare. Hein? Parce que nous vivons à l'ère des spécialistes, alors qu'il existait encore, à l'époque d'Artusi, des hommes de culture qui pouvaient écrire comme ça, de cette manière décontractée, donc en faisant référence au plaisir de bouche, en même temps au plaisir de la lecture, soigner la phrase, donc s'occuper de la forme littéraire. Enfin, c'est quelque chose qui a une saveur qui est, pour ainsi dire, un peu surannée, mais agréablement. C'est le plaisir de plonger dans une autre époque. Oui, parce qu'on est dans une époque, nous, peut-être, de super spécialisation. Oui. Des gens sont là dans leur domaine et très pointus dans leur domaine. Et lui, en fait, il se promène avec beaucoup d'aisance dans des domaines différents. Et c'est une petite encyclopédie familiale, portative. Il y a ça aussi. Et finalement, je trouve que c'est une manière de proposer des sujets aux personnes qui, justement, en allant contre cette hyper-spécialisation de notre époque, ça permet une hyper-connexion, on permettrait en fait le terme, parce que étant si généraliste, et mais avec beaucoup de contenu, beaucoup de précision, il permet à tout le monde de se connecter à ce livre, par le biais de la littérature, par le biais du plaisir de la langue, par le biais de l'intérêt pour la gastronomie, de l'histoire, parce que son ouvrage et sa pensée parlent de la connaissance du territoire italien, de l'histoire italienne, du monde contemporain qui est le sien, mais finalement avec des clés qui sont lisibles aujourd'hui aussi, parce que c'est l'Italie que nous retrouvons dans Artusi, c'est l'Italie que nous retrouvons aujourd'hui quelque part, donc c'est assez intéressant de la découvrir par le biais de cet ouvrage, parce que c'est une Italie, comme tu le rappelais tout à l'heure, Michael, c'est-à-dire une Italie où le dialogue entre le haut et le bas, vous me permettrez, c'est facile, ça s'est toujours fait, et à table, ça s'est vraiment toujours fait, parce que lorsque Catherine de Médicis, en 1533, arrive et épouse Henri II, dans son trousseau, amène les légumes. Hein, c'est d'énormes quantités de légumes que la cuisine italienne était habituée, grâce à son dialogue entre la ville et le contado, la campagne. Et finalement, dans les plats italiens, et y compris dans les plats de Artusi, la campagne italienne, qui n'est jamais trop lointaine de la ville, dialogue avec la cuisine de cour, la cuisine bourgeoise, et donc tout le monde s'y retrouve finalement. C'est un livre pour tout le monde, en fait, c'est presque un livre écuménique. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de lire ce livre. Pour ce qui nous concerne, Domenico et moi n'avons qu'à remercier notre ami pour avoir traduit ce livre, donc pour avoir présenté ce livre au public français. Première traduction intégrale. Voilà. C'est moi qui vous remercie, les deux. Merci.